Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley. Le romantisme est un mouvement intellectuel et artistique qui domine dans l'Europe de la première moitié du XIXe siècle, mais dont on trouve des échos jusqu'à la fin du siècle. Le XVIIIe siècle, siècle des Lumières, avait mis la raison en avant. Il fallait transmettre les connaissances, les partager, permettre au plus grand nombre d'accéder au savoir pour faire reculer l'obscurantisme, notamment religieux. Les écrivains philosophes, avec l'encyclopédie, outil de vulgarisation des connaissances, illustraient cette nouvelle volonté. Les artistes du XIXe siècle se définissent en réaction à la raison triomphante. Cependant, dès le XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau, l'un des auteurs dont l'influence est la plus grande sur les romantiques, avait déjà mis en avant la sensibilité, notamment dans son roman La Nouvelle Héloïse. La Nouvelle Héloïse est un roman épistolaire qui va être publié en 1761 et va connaître un succès retentissant au XVIIIe siècle. C'est un roman épistolaire qui relate la passion amoureuse entre Julie d'Étanges, une jeune noble, et son précepteur, Saint-Preux, un homme d'une origine beaucoup plus modeste, et leur différence sociale va interdire leur mariage. Saint-Preux va commencer par se prémunir contre ce penchant envers Julie, puis tous les deux vont s'aimer dans le décor du lac Léman, un décor qui va devenir cher aux romantiques, qui vont très souvent organiser des voyages au bord de ce lac en mémoire de Rousseau. La différence d'âge donc des deux jeunes héros va les forcer à garder leur relation secrète et les conventions sociales vont empêcher évidemment cet amour de vivre au grand jour. Saint-Preux va ensuite quitter la Suisse pour Paris puis pour Londres, d'où il va écrire à Julie, d'où le caractère épistolaire du roman puisque les deux personnages vont échanger un certain nombre de lettres, de billets amoureux qui vont exprimer bien entendu leur amour mais aussi leur dilemme vu la situation bien entendu. La famille de Julie va ensuite découvrir cette relation et persuader Julie d'épouser un autre homme, le vieux monsieur de Volmar. Et lorsque Saint-Preux va rentrer des années plus tard, Julie va avoir choisi d'honorer ses vœux maritaux et de remplir ses devoirs d'épouse et de mère, incapable pourtant d'oublier Saint-Preux. Et elle décide, par loyauté envers son mari, d'avouer cet amour à son mari. Donc on a ici une histoire bien entendu malheureuse de deux jeunes gens qui s'aiment et pour lesquels la société est un rempart dans un cadre somptueux qui est le décor de la Suisse et du lac Léman. On peut remarquer d'ailleurs que le cadre du roman de Mary Shelley se situe en partie aux abords du lac Léman et dans le même type de décor, de même que Mary Shelley elle-même va faire un voyage dans ces régions, ce qui va fortement l'inspirer. Les aristocrates français forcés à l'exil par la Révolution favorisent la rencontre entre le romantisme, qui dominait alors la littérature anglaise et allemande, et la France. En 1802, François-René de Chateaubriand publie René, dont le héros est caractérisé par son mal de vivre et une vision désenchantée du monde. En 1810, Madame de Staël traverse l'Allemagne et fait l'éloge de la littérature du Nord, une littérature qu'elle qualifie de romantique. Le terme est rapidement adopté en France. En Angleterre et en Allemagne, le romantisme est déjà florissant. Il met en avant l'imagination, les sentiments, le rêve et l'idée que la connaissance ne passe pas nécessairement par la raison. L'histoire racontée par Mary Shelley se passe à la fin du XVIIIe, une époque de transition entre l'esprit éclairé du XVIIIe siècle et la part plus sombre du romantisme, mélancolique et sensible. Ainsi, le jeune Victor Frankenstein s'intéresse à des sciences aussi diverses que la physique, la chimie, mais il se penche aussi sur des sciences occultes telles que l'alchimie. De même,
Les références qui parcourent le roman, ainsi que sa préface, ancrent le texte dans le mouvement romantique. Dans la préface, en effet, Mary Shelley se présente entourée de poètes romantiques, comme Percy Shelley, avec lequel elle s'est enfuie et qu'elle épouse peu de temps après, et plus encore Lord Byron, poète à la mode, qui a rendu populaire l'image d'un héros solitaire en lutte contre la loi de Dieu et des hommes. Elle cite aussi un poète qui fait figure de précurseur du romantisme anglais, Coleridge, et son dit du vieux marin, qu'elle va citer notamment au chapitre 5, tel celui qui sur une route solitaire marche dans la crainte et la terreur, et qui s'étant retourné, marche toujours, mais ne retourne plus la tête, parce qu'il sait qu'un effrayant démon, tout près, s'avance derrière lui. Mary Shelley appartient à la seconde génération romantique et côtoie les grandes figures anglaises de ce courant littéraire, amie de son père, William Godwin, puis de son mari. Les œuvres, citées dans le roman, font du romantisme littéraire l'arrière-plan sur lequel se détache l'intrigue. La créature lit notamment Les souffrances du jeune Werther de Goethe. Les souffrances du jeune Werther est un roman épistolaire, lui aussi, de Goethe publié en 1774. Il va connaître un succès retentissant dès sa première publication, ce qui va valoir à son auteur une richesse, une notoriété considérable, tout d'abord en Allemagne, puis dans l'ensemble de l'Europe. Et c'est notamment parce qu'il met en scène le suicide du héros. C'est un roman qui raconte, en effet, l'histoire de Werther, un jeune homme qui s'installe dans une ville, Wetzlar, pour faire carrière, probablement. Là, il se promène dans la nature pour dessiner, il se croit artiste, et un jour, invité à un bal, il rencontre une jeune femme prénommée Charlotte, qui, depuis la mort de sa mère, s'occupe de ses frères et de ses sœurs, et Werther va tomber immédiatement amoureux de la jeune femme, bien qu'il sache que cette jeune fille est déjà promise à un jeune homme qui s'appelle Albert. Il partage avec la jeune fille ses goûts en matière de littérature, notamment de poésie, mais malheureusement, il doit s'enfuir pour tenter d'oublier Charlotte, qui est donc promise à un autre. Dans la suite du roman, le jeune homme reviendra finalement, mais Charlotte est mariée à Albert, et comprenant que l'amour qu'il porte à Charlotte est impossible, le jeune Werther va lui faire une traduction d'un poème, Les chants de Selma d'Ossian, puis va se suicider. Donc c'est un roman qui va, bien entendu, connaître un succès phénoménal et qui va avoir une forte influence. Un certain nombre de femmes à l'époque se retrouvant dans Charlotte, les hommes dans Werther, et même la mode vestimentaire va s'en trouver transformée. Les hommes et les femmes vont s'habiller à la manière de Werther ou à la manière de Charlotte. Il y a également cette idée que Charlotte va représenter une sorte d'idéal qui permettrait d'échapper au monde réel, trop mesquin, terre à terre, sombre, et qui va éveiller le lyrisme enfoui dans le jeune homme. Et ainsi, en effet, le seul moyen que Werther va trouver pour finalement oublier ou dépasser l'échec de cet amour impossible va être de se suicider en quête d'un autre monde. Les poètes romantiques sont cités à diverses reprises par Mary Shelley, comme le dit du vieux marin de Coleridge qui ouvre le texte, des vers également de Shelley lui-même qui sont repris, ainsi que de Wordsworth, et on retrouve également dans cette œuvre le goût romantique pour le surnaturel, même si celui-ci apparaît très fortement teinté de rationalisme, puisque Frankenstein découvre les secrets de la vie grâce à ses recherches scientifiques. Le sentiment du sublime. À l'origine, l'adjectif romantique se rapporte à un paysage, et son sens est proche de celui de pittoresque.
Il désigne également l'émotion que suscite ce paysage. Seront donc romantiques des textes dans lesquels, qu'il s'agisse de romans ou de poèmes, la description de la nature, porteuse d'émotions, miroir des états d'âme des personnages, occupe une place essentielle. Les territoires romantiques par excellence sont incultes et sauvages. Ce sont des paysages désolés, des régions polaires par exemple, des montagnes escarpées, des régions traversées par Frankenstein et sa créature, des côtes abruptes où le savant fuit le monstre. Mary Shelley multiplie ce type de description tout au long du roman. Ces vues rappellent celles des peintres de l'époque, comme l'allemand Karl David Friedrich, par exemple, qui a ici peint La mer de glace, ou l'anglais William Turner, vous en avez ici un exemple, Tempête de neige en mer. Il représente ici des étendues désertiques, sauvages, des brumes qui s'emparent du paysage et troublent, pour Turner notamment, les reliefs et la réalité, de même que la perception elle-même. Et vous avez ici, bien entendu, la dangerosité des lieux qui est mise en valeur, autant dans cette mer de glace de Friedrich qui emprisonne un navire faisant naufrage et évoque immanquablement les premières lettres de Walton à sa sœur, qu'ici, dans le tableau de Turner, qui montre le navire au cœur d'une sorte de cyclone dévastateur. À partir de la fin du XVIIIe, l'aventure humaine se fait d'ailleurs entre autres en direction des latitudes extrêmes du pôle Nord, comme de l'altitude des plus hautes montagnes. Les paysages romantiques, isolés et déserts, se prêtent à la contemplation, provoquent la méditation. S'y trouver est le signe d'un refus de la vie sociale, collective. La nature est exaltée dans sa toute-puissance et dans sa majesté. Les descriptions qui émaillent le roman insistent ainsi sur ces paysages grandioses devant lesquels l'homme ne peut que s'émerveiller. Alors que Frankenstein, pour fuir la détresse dans laquelle l'ont plongé l'exécution de Justine et la mort de son jeune frère, se retrouve donc près de Chamonix, il va se laisser prendre ici par le spectacle de la nature. Nous allons donc nous interroger dans ce passage sur la place du décor et comment un décor qui pourrait sembler être un simple cadre nécessaire pour l'élaboration de la fiction et de l'action des personnages peut véritablement prendre une place bien plus importante et comment une relation s'établit entre le personnage et le décor, celui-ci devenant un véritable miroir de l'âme du personnage. L'extrait commence ainsi. Les montagnes et les falaises immenses qui me surplombaient de tous côtés, le bruit du torrent mugissant entre les roches et le vacarme des chutes exprimaient une puissance proche de l'omnipotence. Je sentais la peur me quitter et cesser de me courber devant tout être moins terrible que le créateur de ces éléments, qui se manifestait sous leur apparence la plus impressionnante. Dans les premières lignes de cet extrait, on retrouve un décor aimé des romantiques, le lieu d'une montagne, qui est un lieu sauvage et noble, aux proportions bien plus grandes que celles de l'homme, d'où cet appel à la grandeur de la nature et de la petitesse humaine, qui est une caractéristique que l'on retrouve dans un certain nombre de textes romantiques. On retrouve également un décor vivant, en mouvement, qui témoigne d'une force grandiose, à travers le bruit notamment, bien entendu, que nous avons ici. L'affirmation de la présence de la nature, de sa puissance quasi divine est ici affirmée, une puissance qui libère l'homme de son univers intérieur petit et stérile, et qui lui rappelle une sorte de hiérarchie dans les proportions entre l'homme, Dieu et la nature. Vous voyez dans cette description, dès la première phrase, le fait que le décor n'est pas seulement décrit en tant que tel,
mais il est décrit par le ressenti et les impressions du personnage, de même que le personnage essaie tout de suite de lire à travers cette description et à travers ce décor une intention, une perspective qui permet de faire écho, bien entendu, à son histoire personnelle. La relation évidemment de l'homme ici à la nature est très forte et permet, lorsqu'il dit que la peur semble le quitter, de mettre en valeur la puissance et l'effet de la nature sur l'intériorité de l'individu, puisque cette nature semble du coup l'apaiser et lui rappeler, bien entendu, la hiérarchie des réalités, de replacer Dieu comme étant celui que l'on doit craindre avant tout et qui est l'ultime créateur. Victor Frankenstein s'étant improvisé d'une certaine façon, créateur lui-même, à travers son souhait de créer une créature. La conception ici de la nature comme un reflet de la création et du créateur, évidemment, est intéressante et une caractéristique romantique, de même que le fait que la nature n'existe pas seulement en elle-même, mais comme le signe de celui qui l'a créée. De multiples effets de miroir existent tout au long du roman entre les personnages, qui peuvent apparaître comme des doubles les uns des autres, entre Frankenstein et Walton par exemple, ou entre Frankenstein et sa créature bien évidemment. On a aussi tout un effet de miroir et d'écho ici, avec bien entendu la figure du créateur par excellence, que serait Dieu, et la figure du créateur, avec un petit c on pourrait dire, qu'est le savant Victor Frankenstein. Toute une réflexion est ainsi soulignée ou sous-entendue ou invite le lecteur à suivre cette réflexion sur cette notion de création, justement, et la légitimité de cette création, cette limite, dans quelle mesure ici l'homme peut véritablement créer et du coup permettre aussi bien sûr à l'humanité de progresser, d'avancer, et dans quelle mesure une limite existe à cette tension de création. De même qu'on a également dans cet extrait à la fois la proximité avec le divin, dans justement cette tension créatrice, dans cette relation finalement médiatisée entre le divin et l'homme à travers la nature, à travers la création, mais également bien entendu une distance entre la petitesse de l'individu personnel, limité, et bien entendu la toute-puissance du divin qui s'exprime dans la beauté et la magnificence de sa création, puisqu'on a notamment ici la mise en valeur de cette apparence extrêmement impressionnante, ce caractère terrible des éléments. La nature n'est pas nécessairement uniquement bienveillante, ça n'est pas un nid réconfortant, mais c'est une puissance impressionnante qui amène à se reconsidérer soi-même. Pourtant, plus je m'élevais, plus la vallée prenait un aspect magnifique et stupéfiant. Des châteaux en ruine, perchés au-dessus des précipices, sur des montagnes couvertes de sapins, larves impétueux, et des chalets émergeant ci et là d'entre les arbres, composaient un décor d'une beauté singulière. Celle-ci était encore accentuée et sublimée par les puissantes Alpes, dont les pyramides et les dômes étincelants dominaient tout, comme si ces sommets eussent appartenu à quelque planète abritant une autre race d'êtres. On retrouve ici un décor cher aux romantiques, notamment les châteaux en ruine, qui sont peut-être un clin d'œil de Mary Shelley à d'autres romans gothiques dont l'action se passe principalement dans ce type de lieu. Ce qui est intéressant dans ce paysage romantique, c'est justement la verticalité notamment qui est présente à travers bien entendu les arbres, les montagnes et les sommets, les pyramides et les dômes. On a cette idée justement que la beauté de la nature est dans une forme de verticalité qui exprime finalement une sorte paradoxalement de présence d'une transcendance, et dans l'équilibre du paysage qui amène à une élévation du sentiment,
qu'on l'on retrouve dans les adjectifs magnifique et stupéfiant au début de la description, ou à la fin, avec cette idée d'une nature sublimée véritablement, et qui donne l'impression d'un caractère tellement exceptionnel qu'elle ne peut se trouver véritablement que sur une autre planète. Le sublime, cher aux romantiques, est véritablement exprimé ici dans la beauté singulière qui est évoquée par le narrateur, par le personnage, cette beauté singulière qui est à un stade particulièrement magnifique dans son caractère exceptionnel, autre, et dans son élévation. On est loin, bien entendu, d'un paysage uniquement champêtre, par exemple. Et ce paysage va avoir véritablement une influence très forte sur le personnage de Victor Frankenstein et va l'apaiser, ou du moins va temporairement l'aider dans la souffrance profonde qu'il éprouve après la mort de William et de Justine. On voit bien ici l'importance du décor, qui n'est pas une simple condition nécessaire à l'élaboration d'un récit, même si bien sûr c'est le cas également, il est nécessaire de ce point de vue-là, mais en quoi il a véritablement un rôle, un véritable impact, ce que l'on va retrouver beaucoup dans la poésie romantique, ce dialogue entre l'état intérieur du jeu, ici personnage, dans la poésie plutôt poète, et dans cette nature dans laquelle on va retrouver, lire son état intérieur, et qui va également nourrir l'état intérieur du personnage ou du sujet. On voit bien ici, dans cette description, comme la nature apparaît comme l'expression d'une transcendance, et c'est pourquoi, selon le Faust de Goethe, le poète éprouve un frisson sacré devant la nature et l'énigme qu'elle constitue. Le rapport avec la nature est ici affectif et mêle l'angoisse à l'émerveillement. Cette description rend parfaitement compte d'un sentiment esthétique, ce sentiment du sublime devant des spectacles naturels considérés auparavant comme terrifiants, horribles, comme la tempête, l'orage, des paysages de montagne, et qui sont plutôt auparavant jugés comme hostiles, qui deviennent, selon l'inspiration romantique, d'une beauté fascinante, sublime. Toujours selon Faust, ce frisson sacré est jugé la meilleure part de l'homme, dans la mesure où il intensifie la conscience qu'il a du monde. Donc l'homme se sent tout petit face à la nature, comme on l'a vu ici, mais en même temps, il a la possibilité de la contempler, de la penser, en toute sécurité. Donc le sentiment d'infériorité face à la nature se double du sentiment de sa propre puissance intellectuelle et de la propre qualité de sa sensibilité. C'est pourquoi le sentiment du sublime est un sentiment agréable, et même on peut aller bien au-delà de cet adjectif. C'est en effet un sentiment de profonde exaltation et de sensation d'épanouissement véritable de son être. Selon Alain, le sublime est toujours le sentiment intime d'une puissance de l'homme, une puissance qui dépasse les grandeurs de la nature, soit par la peine et le triomphe de la volonté, à ce moment-là on parlera de sublime moral, soit par la maîtrise volontaire avec laquelle l'artiste lui donne un style, et on parlera à ce moment-là de sublime esthétique, qui ne consiste ni dans l'éloquence, ni dans les figures de rhétorique. On va retrouver le sublime soit dans les choses, la grandeur des idées, des actions, des sentiments moraux, par exemple. On peut le retrouver évoqué chez Corneille ou chez Bossuet, par exemple. Dans l'étendue, la puissance de certains spectacles, comme on le voit ici, avec ces paysages, mais également les tempêtes, les orages, comme on l'a vu dans les deux tableaux précédents. La violence et l'exaltation du lyrisme, de l'enthousiasme, du pathétique, de l'émotion, et l'ouverture sur l'infini, et cette réflexion que l'on a ici également sur l'humain et le surhumain finalement, sur l'homme, la création et Dieu, donc soit dans les choses, soit également dans l'expression de la simplicité d'une formule totale, par exemple, dans la grandeur et la puissance des images,
ou de la vision, de la puissance émotive, du style, du pathétique ou du lyrisme. Les auteurs qui ont été sensibles au sublime, on va le retrouver dans les classiques par exemple, comme La Bruyère dans les caractères ou Boileau dans sa préface à la traduction de Longin, pour qui il est, élévation et noblesse. On le trouve donc surtout dans les grands genres par exemple. Mais il peut s'accommoder d'une simplicité dépouillée. Il est l'idée, citation de La Bruyère, qu'il peint la vérité tout entière, dans sa cause et dans son effet. Il est l'expression de l'image la plus digne de cette vérité. Il bouleverse l'esprit, dépassant le beau, au lieu d'apaiser, il évoque l'infini. On va le retrouver, bien entendu, également, par exemple, chez Victor Hugo, pour qui le sublime désigne, en plus du sublime proprement dit, l'âme, le tragique, la beauté, l'harmonie, l'idéalisme, par exemple la générosité et la loyauté d'Hernani, l'amour et le sacrifice de Ruy Blas, par exemple, ou dans l'âme de Quasimodo, notamment. Hugo affirme, une citation, ce qu'il y a de plus sublime dans les œuvres de l'esprit humain est peut-être aussi ce qu'il y a de plus naïf. Les limites du sublime, c'est qu'il ne doit pas être continu, car c'est une pointe effrayante du génie humain. S'il dure trop, il paraît artificiel et il peut être dangereux. Vous voyez qu'ici, ce passage de communion avec la nature et d'élévation, et également de retour à son humanité finalement de Frankenstein, est un moment, une pause dans le récit, à la fois d'apaisement et d'épiphanie presque, de prise de conscience véritablement très forte du personnage, qui ne peut évidemment pas durer. Deuxième limite du sublime, il laisse de côté ce qui dans l'âme humaine est ordinaire et moyen. Et en effet, on va le retrouver dans la difficulté du personnage de Frankenstein à vivre autre chose qu'une histoire profondément exceptionnelle, atypique, extrême dans tous ses aspects, dans l'intensité de ses sentiments vis-à-vis des personnes qu'il aime et de la créature, dans son incapacité à envisager finalement une vie tranquille, une vie avec véritablement un mariage, une femme, des enfants, dans une continuité finalement relativement banale de la vie. C'est un personnage, plus ou moins consciemment, on pourrait s'interroger sur son refus inconscient finalement de vivre une vie paisible. Il est tout le temps dans des extrêmes et dans la recherche finalement de ces extrêmes. Enfin, dernière limite, le sublime nous laisse songer à l'infini par le grand, par le violent, par l'énorme, sans nous y introduire par l'intuition intime ou par le rêve, d'où il y a très peu de sublime, par exemple, chez les symbolistes. Enfin, je voulais terminer par ce tableau, évidemment, que vous connaissez tous, du voyageur contemplant une mer de nuages de Friedrich, qui est, comme on l'a vu, un peintre éminemment romantique, qui me semble bien symboliser ce moment de Victor Frankenstein dans cette nature qui lui fait penser à Dieu. On retrouve ici cette notion d'élévation, de transcendance, avec la verticalité des rochers et des montagnes qui se dégagent en arrière-plan, de même que bien sûr la posture du personnage et la forme du tableau elle-même, finalement. On retrouve également la présence et la relation privilégiée entre l'homme et la nature, mais une nature hostile, belle, là encore, on retrouve une esthétique, bien entendu, du paysage, mais pas dans une nature qui soit ni adaptée, façonnée par l'homme, ni véritablement euh, accueillante. On voit bien ces rochers abrupts qui peuvent difficilement accueillir un individu et qui sont à la fois dangereux et escarpés. De même qu'on retrouve aussi une beauté de la nature dans la sublimation, dans ce mélange de la densité de la matière qu'est la roche et dans l'évanescence des nuages, dans une alliance de ces deux densités qui donne au paysage et au tableau une force, un équilibre
et également un trouble dans la perception, bien entendu, des reliefs qui en sont modifiés. Et également dans cette union, finalement, de cette mer de nuages, belle métaphore, où on retrouve finalement une sorte de mélange des éléments entre l'eau et la terre et la matière que sont les roches et le ciel et l'évanescence du ciel. Ce qui est intéressant aussi dans ce tableau, c'est bien sûr le fait que le personnage est de dos et que on n'est pas véritablement euh, une relation totalement d'échange avec le spectateur. On est à la fois amené à être dans la même posture finalement que ce personnage, mais on en est loin, on ne le connaît pas, il ne nous regarde pas, et on est dans la mise en valeur de la solitude de ce personnage qui observe cette grandeur en face de lui et dont nous ignorons les pensées et même l'expression. Nous avons que quelques indications infimes de sa posture pour nous donner une impression de son état d'esprit, mais ce personnage nous reste énigmatique. Il est appelé le voyageur également, et il peut tout à fait, à mon avis, évoquer aussi ce personnage de Frankenstein et la solitude profonde de ce personnage, existentiel finalement, personnage qui n'arrivera véritablement jamais à être en relation avec l'autre, puisque même avec son père ou avec Élisabeth qu'il aime, il restera dans un silence par rapport à son secret, il n'y aura pas d'échange par rapport à ce qu'il vit et à ses propres problèmes, il sera toujours à vouloir évidemment pour les protéger, euh, cacher la vérité, mais néanmoins dans une distance profonde et une solitude radicale, malgré l'entourage aimant, de même vis-à-vis de son ami, Clerval, et de même Walton, finalement, avec qui il aura une relation, mais assez limitée, et dans cette relation aussi particulière avec la créature, faite d'incompréhension totale et de tentatives de relation également. Dans ce tableau, me semble donc très intéressant de noter à la fois bien sûr la beauté romantique du paysage et cette sublimation par l'évocation de la transcendance et d'une beauté au style de la nature, mais également une réflexion sur le sujet, sur l'individu qui observe cette nature et sur l'intériorité, puisque paradoxalement, le dos de ce personnage, son éloignement d'avec le spectateur, nous invite nécessairement à nous interroger sur son intériorité. Et on va retrouver bien entendu l'importance de toute cette intériorité chez les romantiques.